Démonstration de l'équipe des USA. Le travail du chien d'utilité était pratiquement inconnu aux USA il y a encore une dizaine d'années. Seules les forces armées et les forces de police en connaissaient le dressage. Sous l'influence de l'Allemagne, qui exporte beaucoup de chiens d'utilité, les Américains se sont initiés aux techniques de travail allemandes. Ils ont ainsi commencé à pratiquer le programme Schutzhund. Très intéressés par un travail sportif et viril, ils se sont plus récemment tournés vers la France afin de maîtriser parfaitement les techniques de dressage et le savoir-faire de nos hommes d'attaque. Diverses fédérations de chiens de travail voient ainsi le jour de la Floride à la Californie. La qualité de leurs dresseurs et le physique de leurs hommes d'attaque devraient rapidement les rendre compétitifs dans nos activités Le sportives. chien n'a peur de rien, vous voyez là. Il commence à mordre tout le temps. Daarom is van niks bang. Vous entendez peut-être. Il frappe très fortement sur le dos du chien. Zoals u misschien kon horen. Vous aurez l'occasion de voir tantôt pour ceux qui ne l'ont pas vu. Laisse un tourner. Démonstration de l'équipe italienne. Les Italiens sont essentiellement des amateurs de chiens de chasse. Ils gagnent régulièrement les grandes épreuves européennes de fil trial. Ils ne s'intéressent au dressage du chien d'utilité que depuis quelques années, grâce à l'influence de la Brigade des Finances, qui participe régulièrement au championnat d'Allemagne des polices. À l'image de l'Espagne, l'Italie fait partie de ces nouveaux venus méditerranéens qui pratiquent avec passion des disciplines pour eux non traditionnelles, mais qu'ils abordent avec ferveur. Démonstration du programme allemand. Les Allemands pratiquent le travail du chien d'utilité depuis le début du siècle et son activité est étroitement rattachée à la situation des races de travail allemandes. Berger allemand, boxer, dobermann, rottweiler et schnauzer géant. Il est organisé tous les ans un championnat de travail pour chaque race et les meilleurs éléments se rencontrent au championnat national interrace qui a toujours été gagné par les bergers allemands, hormis cette année où 2 Malinois se sont imposés comme champions et vice-champions d'Allemagne toutes races. Le programme national, le Schutzhund, est jugé sur 3 parties. L'obéissance, 100 points, le pistage, 100 points, et la défense, 100 points. Les hommes d'attaque travaillent avec une manche de protection et le chien mord obligatoirement au bras. Il est accordé une grande importance au dynamisme et à la vigilance de l'animal. Une passion dévorante, oui, oui, c'est ça. Surtout au début des années 90, nous allons avoir un réservoir d'excellents malinois. D'un côté, les lignées poil court vont se concrétiser par l'apport de nouveaux sangs belges et quelques sangs hollandais. Et de l'autre côté, par répercussion, nous allons avoir aussi quelques poils longs très intéressants, issus pour la plupart de poils courts, et donc malinois tervurennes, et des tervurennes issues de malinois, et quelques élevages vont pouvoir se servir de ce nouveau lignage pour eux-mêmes conforter leur lignée de poils longs. Donc ces années-là, on va dire de 87 à 97, fut bénéfique pour tout le monde. À l'époque, au niveau des élevages belges,
Bon, les deux principaux à qui on doit tout, ou presque, c'est l'élevage du Boscail et l'élevage des deux potois. On a eu beaucoup de sang très très forts venus de ces deux élevages. Et ils nous ont vraiment apporté une, une génétique, la génétique à un moment donné qui nous manquait. D'ailleurs, sur cette génétique, il y a des éleveurs qui vont travailler pas exclusivement sur ces lignages, mais presque. Dans les premiers à utiliser ce type de chien-là, Camille Catéric, hein. Ça a été quand même Eric Cavaillé, ça a été un des précurseurs. L'élevage du Baulois de Monsieur Allaire aussi a beaucoup travaillé sur les courants de sang. Il avait gamin des deux potois, chez lui déjà, Eric Cavaillé avec Cosac des deux potois. Donc ça, déjà quand tu as un étalon conséquent chez toi, c'est déjà très important. Après, l'élevage du Clos Saint-Riomont a beaucoup travaillé sur les courants de sang belge, les comtes d'Hoffmann, le calvaire aux acacias. Et puis le Vulcain, hein, chez Roland Thibault. Roland a beaucoup travaillé sur ces courants de sang-là. Chez lui, il avait Djellaba, un duc. Donc beaucoup travaillé sur des sangs Bieber, sur des sangs cartouches. Il aimait beaucoup cette lignée fixée là-dessus. Il a d'ailleurs eu des chiens sensationnels hein, sur ces lignées. Oui, mais si vous voulez, on avait déjà au départ des lignées déjà très bien construites chez nous. Donc, si en plus on avait des éléments d'apport très forts, remis sur des courants de sang hyper bien fixés chez nous, on pouvait soit aller d'un côté, soit aller de l'autre. C'est ce qu'on fait pas mal d'éleveurs. Aujourd'hui, quand vous regardez un pédigré traditionnel d'un malinois d'Oring français, si vous allez jusqu'à la 6e, 7e, 8e génération, vous allez voir ce type de mariage. Vous allez retrouver les axes Ruski, Flap, et puis ce côté belge ou ce côté hollandais. Surtout quand on a commencé à avoir des fils de Cheyenne, des fils de Voltaire, qui étaient eux déjà sur ce type de mariage. Hein, parce que Cheyenne, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, son père avait bu de la noyerie, il avait un courant de sang hollandais par son père, franco-belge par sa mère, mais la mère de Cheyenne, Orsi des deux potois, c'était une chienne belge pure. Hein. Donc ça a amené beaucoup de nouvelles lignées en France. Et puis le fait de l'avoir remarié sur Frondeuse pour donner à Glaire, Frondeuse, son père c'était Voltaire, hein, donc on est encore sur une lignée hollandaise par son père et néerlando-belge par son père et une lignée belge par sa mère. On retrouve encore un autre apport de sang très fort. Donc c'était des très beaux calculs de saillie avec des compléments, un apport bien placé, et voilà, sans détruire notre atavisme hein, en plus. Donc voilà, c'est pour ça que ces champions sont encore cités aujourd'hui. L'intégration, l'intégration des sangs. On parle d'intégration des sangs, c'est pour avoir eu une avancée génétique dans la lecture de notre programme en fait. C'est surtout ça qui nous intéresse à chaque intégration, à chaque nouvelle intégration. Voilà, il ne faut pas que cette nouvelle intégration déstructure tout le travail. Les fractures surtout, c'est toujours la grande dangerosité d'un chien d'apport. On a toujours un petit peu peur hein, quand il vient de l'étranger qu'il fracture vraiment notre travail. Et ça c'est regrettable parce que on perd
nous à l'époque, si vous voulez, quand on faisait une portée, c'était très important, hein. On n'en faisait pas une autre derrière, puis une autre, hein. Donc chaque portée qu'on faisait devait être minutieusement calculée pour éviter de perdre une portée. Et si par exemple sur une portée on n'avait que un ou deux chiots intéressants, c'était un coup d'épée dans l'eau. Il fallait vraiment que la portée, sans parler d'homogénéité quand on utilise un chien d'apport, mais il fallait qu'on ait un résultat quand même caractériel et morphologique, même si ce n'était pas associé ataviquement au ring français. Il fallait quand même des aptitudes sur la culture du programme choisi dans l'apport. Apport direct et indirect. Ouais. Ouais, l'appellation n'a pas fait long feu, hein. On a commencé à parler d'apport classique pour les chiens qui restaient dans les structures du programme du ring français. Et ensuite, quand on allait chercher un chien à l'étranger, on ne parlait plus d'apport indirect parce que les gens se mélangeaient les pinceaux. Ils disaient c'est un apport indirect, ils croyaient que c'était un chien de deuxième génération. Non, un apport indirect, ça voulait dire qu'il n'était pas directement issu de notre programme. Donc il était indirectement, il allait venir s'encastrer indirectement. Donc ça devenait compliqué. Donc les gens ont changé, les éleveurs de l'époque ont pris des termes plus simples. Ils ont commencé à dire, voilà, quand on utilise un chien avec un courant de sang X qui n'est pas nul autre, c'est un apport classique, traditionnel, ou un apport direct. De toute façon, tous les apports sont des apports directs, hein, qu'ils soient à l'étranger ou ailleurs. Et quand on parlait d'un chien extérieur, un chien belge ou un chien hollandais, on prenait un terme, par exemple, on prenait un chien d'apport pur. Quand c'était un chien de lignée hollandaise, on disait voilà, c'est un chien de lignée. On prenait un apport pur de chien KNPV. Et quand c'était un chien belge, on disait voilà, on prend un apport pur de chien belge. Après, selon la fédération, on notifiait exactement les nouvelles aptitudes que l'on espérait dans notre lignée, parce que c'était pas toujours gagné ça. Ah oui, oui, les termes changeaient très vite. On avait des termes comme... j'ai même entendu sur des gars qui allaient rechercher des chiens en Hollande ou en Belgique le mot retrempe. On allait retremper avec un chien issu de tel courant de sang. On allait, les gars du poil long aussi parlaient comme ça. On allait retremper avec un malinois. Voilà. Donc voilà, après, les termes se sont assemblés. Aujourd'hui, quand on dit voilà, on va aller faire une retrempe en Belgique ou en Hollande, bon ben on sait que c'est sur un type de chien précis. Ouais, en Belgique aussi, on dit pareil. Voilà, on va aller faire une retrempe. Alors, les gars, quand ils parlent de retrempe belge, ils parlent vraiment ça, une retrempe en acier voilà, forgé. Ils parlent de retrempe surtout sur des chiens NVBK. Alors, ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure, c'est que la difficulté d'utiliser des chiens NVBK ou KNPV, c'est qu'il faut faire attention à la véracité des origines. Ça, c'est très compliqué parce que en plus, il leur faut une dérogation pour avoir un papier RISH. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, au fil du temps, ça s'est très bien fait, hein. Il n'y a pas eu de problème. Sur les derniers types d'apports, les derniers types d'apports que j'ai entendu parler de ça il y a quelques années, des jeunes éleveurs qui parlent d'apports en renfort. Ils vont chercher des chiens avec de très grosses prédispositions caractérielles et physiques en renfort. Alors en général, ils vont pareil, KNPV ou NVBK, mais en fait c'est simple parce que quand on parle de renfort, c'est pour améliorer ce qui manque un peu. Alors c'est pas au niveau caractériel, c'est pas au niveau courage, c'est pas toujours au niveau ça, parce que nous on les a déjà ça. C'est déjà structuré dans nos lignées. C'est souvent en renfort pour ce qui est anatomique. C'est des chiens plus, on va dire, plus osseux que les nôtres, avec une musculature plus forte. Ça, les gars aiment bien. Et ils aiment bien ramener de la prise en gueule. Voilà. Donc souvent, ils vont en Belgique, parce que le rapport poids-puissance prise en gueule, c'est là qu'on le trouve.
Quand est-ce qu'on a vu les premiers changements avec les chiens d'apport? Je pense que c'est avec Dick. Oui, Arat. Je pense que lui, il a vraiment changé la donne. On a commencé à avoir des chiots sur ces courants de sang-là, même avec un apport léger, puisque en France, à ma connaissance, personne n'a utilisé Dick directement sur une lignée française. Mais les Belges ont beaucoup travaillé comme ça, ils l'ont même fixé. Hein. En 3-3-3, Arat, Arabella, ils ont beaucoup fait ça. Si vous regardez le papier de Bieber, il est construit comme ça. Et les Belges aimaient bien faire ça. Regardez le papier de Cartouche, vous regardez le papier de Bieber, vous regardez, ils sont souvent fixés comme ça, en rempart, en 3-3-3. Les éléments de renfort sont là souvent. Hein. Et quand on a eu les courants de sang de ce chien, en deuxième, troisième génération, on avait des chiots très, très mordeurs. Mais vraiment. Un mordant comme on n'avait encore jamais vu en France. Vous avez souvent, comment dire, les intellectuels de la cynophilie, si on peut dire qu'ils sont cynophiles, enfin, disons qu'ils s'intéressent aux chiens. Ils sont toujours en train de reprocher, si vous voulez, reprocher entre guillemets, parce que bon, ils n'ont pas les compétences pour nous reprocher quoi que ce soit, mais ils font toujours des remarques sur le fait de déclencher des chiots jeunes. Ça c'est pareil, quand on ne sait pas de quoi on parle, il vaut mieux se taire. On avait dans le temps des chiots sur les Russes qui flappent, souvent, ou sur des apports belges ou hollandais qui aimaient bien mordre. Ils aimaient ça, par jeu, par plaisir, des fois un peu pour le fait de fighter ensemble, de combattre ensemble, voilà, ils aimaient beaucoup ça. Donc ils aimaient mordre ensemble et tout ça. Ensuite, un par un, on les évaluait un par un, mais si vous voulez, le fait de les faire mordre systématiquement, c'était pas, ça n'a jamais été quelque chose exceptionnel. On ne s'est jamais dit, tiens, voilà, celui-là, il mord bien parce qu'il est petit, etc. Non, pour deux raisons. Première raison, le chien, il va changer de dents. Les dents vont tomber, il va remplacer sa dentition. Donc, tant que la dentition n'est pas tombée, on ne peut pas dire, voilà, lui, il va être bon, il va pas être bon, on ne sait pas trop. Vous savez, le changement, ce changement de dents, quand ils étaient petits, ça les faisait changer de tout au tout. On avait de très bons chiots petits qui mordaient bien, qui se passionnaient par le mordant, etc. Ils tombaient les dents, ils ne mordaient plus. On avait le contraire, des chiots qui ne mordaient pas du tout petits après les dents, ils mordaient deux fois plus que les autres. Et puis on avait des chiots qui mordaient avant, ils tombaient les dents, ils mordaient, et après les dents, ils mordaient très bien. On avait vu ça. Donc il n'y avait pas vraiment de lecture précise en disant, voilà, il mord, il s'intéresse aux mordants. Mais bon, c'est tout, quoi. Les éléments déclencheurs de mordants, il les faisait tout seul. Pas les dicks, pas les chiens, pas les malinois sur les origines, Dick, Arat, Cartouche, Bieber, etc. Eux, c'était des acharnés. Ils venaient systématiquement vous chercher. Ils venaient, moi, je me rappelle d'une portée à 5 semaines. Il n'était pas possible de les sortir si on n'avait pas de pantalon de costume. Je vais raconter une anecdote. Un jour, j'ai mon collègue et ami Raymond Navarro, qui avait fait la fameuse finale où il piquait toutes les valises en 93, à Amneville. Il vient chercher un chiot chez moi. Il vient avec son équipe et puis on fait un petit entraînement à la maison, super. On a passé un bon week-end. Et puis donc il arrive, il avait son costume et puis il rentre dans le parc. Et c'était une des rares fois où j'avais fait une portée après l'autre. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai fait ça dans toute ma vie. Et en fait, à cette époque-là, j'ai pas eu le choix parce que ma chienne Eki tombait jamais en chaleur. C'était une chienne, c'était très difficile de l'avoir faire tomber en chaleur. Donc,
là j'avais une opportunité, je l'ai fait. Mais sinon, je déteste doubler deux portées. J'aime bien m'occuper d'une portée. Puis après, je prends mon temps et j'en fais une autre. Là, j'ai pas eu le choix, j'ai été obligé de... Donc la première portée qui est venue chercher Raymond est partie. Il rentre dans le parc. Les 5 après lui, dans le costume. Même lui n'en revenait pas. Donc je dis attends, on va aussi travailler avec les femelles. Les femelles, pareil. Portée mâle comme femelle dans le pantalon. Ils avaient 5 semaines. C'était sur ces lignées-là, on avait un mordant qui était tellement inné que ça devenait même problématique tous les jours. Là par exemple, il n'était pas question de déclencher quoi que ce soit ou de travailler un mordant, parce que là il n'aurait pensé qu'à ça. J'ai passé plus de temps à les socialiser qu'à essayer de leur amener une ébauche de travail, un petit contact au bâton, etc. Nous, les détonations, coup de feu, tout ça, ils entendaient tout ça très vite parce que, bon, comme mon terrain de dressage était à côté de mon petit parc, ils voyaient ça très vite. Et par contre, les amener sur un mordant, les calmer un petit peu, tout ça, ah non, non. J'avais un boudin énorme que j'avais accroché à l'entrée du parc. Quand je les nourrissais, par exemple, ils jouaient dans leur parc. Quand je les nourrissais, je tapais avec un bâton ce boudin. Ils venaient comme des fous, ils mordaient ce boudin, mais comme des enragés. Et là, je posais 2 gamelles. J'avais pas une demi-heure pour poser 2 gamelles. Je posais 2 gamelles et je me barrais. Si jamais, entre-temps, ils m'avaient repéré, ils fonçaient direct sur moi. Donc, voyant cette portée aussi fulgurante, je me suis renseigné, quoi. Donc, j'ai demandé à des gars qui avaient utilisé ce type de lignée, comment c'était chez eux. Ah, ils m'ont dit la même chose, ils m'ont dit que sur ces courants de sang-là, ils étaient comme ça. Et celui qui était le plus capable de nous répondre sur ses origines, c'était Éric Cavaillé. Donc il connaissait très bien ces lignées-là. Qui plus est que lui, il avait déjà chez lui, avant d'avoir Cosaque, il avait déjà eu un malinois de l'élevage des Deux Potois, donc il connaissait très très bien ce type de lignée. Lui nous a expliqué ça calmement. Il nous a dit voilà, si vous avez ce type de chiot, c'est pas grave, c'est des chiens qui sont très mordants, ils adorent ça, bon bah voilà, faut les prendre comme tels, les amener à l'entraînement, bien les socialiser, et puis voilà, au bout d'un moment, tout rentre dans l'ordre. Mais au début, de voir des chiots aussi violents, ça nous avait quand même beaucoup surpris, parce que quand on passait de chiens, les badges, c'était pas des comiques quand même, donc c'était des chiens assez raides, les Voltaires, pareil, c'était des chiens comme ça. Mais là, c'était vraiment un amour du mordant déconcertant. Voilà, je pense que le bon mot, c'était ça. Donc, voilà, quand vous entendez dire ouais, les éleveurs déclenchent, machin, non, vous avez des chiens qui sont prédestinés à ça. En fait, moi, j'ai toujours fait le contraire. Sur des lignées, on va dire, de chiots, sur des husky flaps ou des chiens avec des équilibres, des chiens très stables, calmes, non, ça n'existe pas chez un malinois, mais des chiens très posés, travailleurs. Enfin, bon, là, j'ai toujours accentué un peu ce type de déclenchement. Je les faisais mordre de temps en temps. Comme mon parc était sur mon terrain, ils voyaient, donc des fois ils s'excitaient, donc quand ils s'excitaient, on leur mettait un petit coup de chiffon bâton, ils étaient contents avec ça. Et après ils jouaient tout seuls, ils étaient très contents, c'était comme ça. Par contre, quand j'avais une portée du style dès que j'en vois un je le mords, je passais un temps fou à les socialiser. Je faisais le contraire, je les faisais mordre que de temps en temps, ou si j'avais besoin, quoi. Comme là, par exemple, quand je les nourrissais, et ils mordaient tout seuls, d'ailleurs, parce que le boudin, il était au fixe, personne ne le bougeait. Mais ça, c'est pour vous expliquer que à cette époque-là, déjà, on avait comment vous dire, ces deux types bien distincts de malinois. Au niveau du type, qu'est-ce que ça nous a apporté? Des chiens assez massifs, costauds, très, très puissants, mais très bien construits.
On a eu notamment sur les DIC, les DIC 2. Après, on a eu des retours de sang sur ces chiens-là, vraiment avec des chiens vraiment très très forts. Après, il fallait faire un petit peu attention à que ce côté très fort, justement, ça coïncide avec notre programme de ring français, parce qu'il y en avait certains qui étaient vraiment très très forts. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça nous a amené de la polyvalence. Et il fallait vraiment que cette polyvalence, nous puissions la jouxter et la conjuguer avec la disponibilité de nos lignages. Et lorsque nous avons réussi, on va dire, entre parenthèses, cet exploit, hein, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on avait des chiens d'une performance incroyable. En op het teken van de keurmeester begon ophalen. We hebben gekeken naar de eerste combinatie. Dat was de heer Iedermaat uit Brunsen, Linderon, die de voorzien vluchtende helper zigzaggen in die zoekt de trein, die stokslag. Fantastisch. Resoluut in de aanval, klem vast. Ja, ook zeer belangrijk. Ook hier mag de hond zich niet aan storen, alleen maar. Ik wou zeggen alleen maar bijten. Dat hoeft niet, maar bewaar. Dat ziet u allemaal keurig correct in elkaar zitten. Eventjes fouilleren. Ja, dat is toch een zwaar programma voor politie om 2, dat hoort er allemaal bij. En dan transporteren. Nogmaals, misschien 25 meter, transport maken op een correcte manier. Hond mag niet hinderlijk gaan lopen, tegendeel, opletten, de aanval.
En dan op het teken van de keurmeester begon ophalen. En bijzonder leuk werk. Ook hier weer naar het commando de hond in achtervolging. Ook razendsnel deze hond. Ja, ja. Laat er maar eens aan staan. We worden geen sweepers. Niet bevreemden die stokslag. Integendeel, resoluut ingrijpen. Even de tas. Ah oui, absolument. Quand on travaille intelligemment, il faut que la disponibilité du chien et sa polyvalence soient liées. Les deux aptitudes, si on peut dire, sont intimement liées. Il faut travailler là-dessus. Et ensuite, il faut le prouver sur le terrain. Voilà, c'est ce qui est le plus compliqué en fait. Moi, j'avais mes femelles. Sur l'étude de mes femelles et les étalons que j'allais employer par rapport à une étude caractérielle et physique de mes femelles, étaient vraiment ciblés là-dessus. C'est-à-dire que je les travaillais dans tout type de terrain, que ce soit du ring français, du campagne, du ring belge. Je les amenais dans plusieurs types de travail et scrupuleusement, je notais les aptitudes pour essayer de complémentariser ce qui manquait dans ma lignée. C'est ce qu'a fait également Fabrice. Si vous prenez par exemple un de ses champions, Hot Dog des Deux Sabres, voilà un chien qui a mené une carrière en monduring, une carrière en ring. Il a tout gagné en monduring, hein. Il a été jusqu'au championnat du monde, il a tout gagné. Et en individuel et en équipe. Et il a été champion de France de monduring, mais il a été aussi finaliste en ring. C'est un chien qui est à l'aise dans plein de domaines. Je me rappelle avant le Covid, là, sur une de ses dernières saisons, Fabrice fait les sélectifs de ring, fait les compétitions de monduring pour se qualifier. En même temps, il se qualifie pour la finale de ring, il fait les sélectifs monduring, la finale monduring dans la foulée. Son chien va faire passer une sélection d'hommes d'attaque à des gars. Voilà, un chien indéréglable, hyper fort dans sa tête, rien peut le gêner, le déranger. Ça, c'est quand vous avez produit un chien comme ça, vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Qui plus est qu'il trace très bien. Il a été utilisé en France, bien sûr, mais aussi à l'étranger. On a vu certains de ses fils en monduring, des chiens sensationnels, remis sur des lignées qui n'ont rien à voir donc avec des lignées françaises qui sont parfois complètement différentes, hollandaises ou belges, sur certains axes qui viennent aussi d'Europe de l'Est. J'ai vu de très bons chiens issus de Hot Dog. Voilà, là on arrive vraiment à être, comment dire, être comblé et fier de son travail quand on arrive à boucler la boucle comme ça. Ah oui, oui, eh bien oui, en Belgique c'est pareil. Vous avez des lignées, alors là c'est pas exactement la même chose, hein. Il faut faire un travail de réflexion sur ces lignées. Alors, si je vous dis que moi en Belgique j'ai été séduit par Deber, en vous apprenant que j'étais un grand fan de Rusky, vous n'allez pas être surpris, hein, parce que les deux chiens sont très liés d'un point de vue philosophique, pas génétiquement, mais philosophiquement, c'est quand même des chiens très, très rapprochés. Moi, j'ai beaucoup aimé ces lignées-là parce que intelligents. C'est des chiens très forts, mais intelligents. Ce ne sont pas des chiens badaboum, la tête la première, ça passe quand ça casse. Il en faut, hein, des chiens aussi comme ça, on est bien d'accord. Mais ce qui m'a séduit chez les courants de sang de Deber, c'est ça. Des chiens très réfléchis, intelligents, forts, puissants, très bien construits. Des beaux gabarits et des chiens qui en imposent vraiment, quoi. Donc je pars en Belgique avec cette idée-là. Essayer de retrouver des courants de sang de ce chien. Alors à l'époque, il y avait quand même des Malinois vraiment, vraiment exceptionnels, hein. Bon, Cartouche, bien sûr, Dick 2,
Poscaille, chien terrible, de Potois, chien exceptionnel. Vous alliez au Kennel, il y avait des bons chiens, à Saint-Hubert, il y avait des bons chiens, au NBBK, il y avait des bons chiens. Très, très grands chiens un peu partout, donc c'est difficile de vraiment sélectionner. Vous en voyez tellement que bon, vous avez presque envie de tous les utiliser, mais bon, c'est pas possible quand vous êtes dans une construction d'élevage. Donc, moi, à la base, j'étais parti pour vraiment étudier les courants de sang de Demer. Et plus j'enquête sur ce chien, et plus j'ai quand même quelques difficultés à comprendre comment il a été marié sur différents courants de sang. Et aux surprises, je m'aperçois qu'en fait, les courants de sang ont vraiment bien fonctionné sur une femelle qui s'appelle Anana et une autre qui s'appelle Edwin. Et donc j'analyse, je vais voir les chiens évidemment, mais j'analyse surtout les répercussions génétiques par rapport au pédigré de la continuité de Deber. Et je vois par les hausses, je vois par OK Van Musenbos, je vois par à l'époque Erim n'était pas encore né, mais par Tourtel, par tous ces courants de sang-là, je regarde et je vois des chiens qui vraiment m'intéressent. Un en particulier, Wolf. Et ma conviction va être vraiment solidifiée. Un jour, on était à Hoboken, il y a un concours. Les concours à Hoboken chez Monsieur Bellon, c'était toujours des concours, mais époustouflants, avec un plateau de chiens incroyable. C'est toujours une organisation alors méticuleuse. Tout de A à Z était mais exceptionnel. Donc on avait pris l'habitude d'y aller tous les ans. Et cette année-là, Wolf joue en catégorie 2 de mémoire. 2 ou 1, catégorie 1 peut-être, je ne me souviens plus. C'est dans les années 90. Hein. Et je me rappelle que François Lelevier, qui n'est pas du tout quelqu'un à parler d'un chien avec grande éloquence comme ça, et là il nous dit j'ai vu un jeune chien les gars, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah bon, donc monsieur Lelevier, François nous dit ça, on s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Et alors, on a vu quelque chose de plus qu'extraordinaire. Un chien incroyable, des mises en place de fou, des entrées d'attaque, des sauts, des gardes d'objets, un truc mais incroyable. Et donc nous avons suivi ce chien. Quelques temps plus tard, on le voit sur une situation très délicate, puisque l'homme d'attaque avait une attitude non mordante. Et ça, pour un chien belge, c'est très très problématique. Parce que l'artifice passé, l'homme d'attaque propose. Il ne barre pas. C'est pas comme chez nous. Chez nous, quand nous avons, par exemple, pour vous donner une différence culturelle, nous avons un artifice, que ce soit un homme d'attaque français, que ce soit en ring ou en monde ring ou en campagne, vous lui donnez un artifice, un bâton ou un artifice, c'est un ustensile de barrage pour un Français. Pour un Belge, c'est un ustensile de courage. Les deux choses sont très différentes quand on les analyse philosophiquement. Et là, l'homme d'attaque fait en sorte de mettre le chien dans le doute. Est-ce que c'est inarrêté? Est-ce que c'est... Il se tourne et il s'en va. Donc là, on a vu beaucoup de chiens complètement perdus en se disant tiens, c'est plus comme d'habitude. Donc on a vu des chiens croyant que c'était inarrêté. On a vu des chiens complètement perdus essayant de faire le tour, de le mordre par devant. Enfin, on a vu plein de cas de figure. Et on a vu un cas de figure qui nous a prouvé que ce chien est exceptionnel. Lui, il ne s'est pas posé de questions. Il a dit tu te tournes, tu tombes. Il l'a pris mais alors quand je vous dis de plein fouet. Hein. Nous on était juste à côté de l'attaque. En Belgique, vous savez, vous êtes très près du terrain, vous avez des petites tables, ce qui vous permet de vous restaurer et en même temps de regarder le concours, hein, puisqu'on y reste toute la journée. Hein. On arrivait le matin au Chien Blanc et on y passait toute la journée jusqu'à la remise des prix, jusqu'à la fin. Voilà, on faisait juste 2-3 interruptions pour aller aux toilettes
ou pour manger, c'est tout. Hein. Regardez vraiment tout de A à Z. Hein. D'ailleurs, je fais aussi ça en ring français. J'aime bien tout voir. Donc là, il l'agrippe et il le jette derrière un bosquet, un petit bosquet d'arbres. Alors, quelque chose. Ce film tourne sur Internet, on le voit souvent en présentation de ce grand chien. Mais là, nous, on l'a vu en vrai. Hein. Et je vous assure que tout le monde est resté la bouche ouverte. On s'est dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? On n'avait jamais vu un truc comme ça. C'était incroyable. On avait vu des chiens avec des grosses vitesses d'exécution, hein, parce qu'on avait quand même vu des Jérémy des Deux Potois, des Kibi des Deux Potois, des Drakkar du Camille de Catérique, des Itusques. On avait vu quand même des chiens qui tabassaient. Hein. Mais là, on est resté comme deux ronds de flanc. Hein. On s'est dit, waouh! Le chien, il n'a pas ses prises d'école, donc il ne retourne pas dans son dressage habituel. En plus, il désarçonne le gars, quoi. Alors, imaginez par exemple que dans une finale de ring français, d'un coup, un gars, un homme d'attaque qui fait la garde au ferme, d'un coup, se munisse d'un artifice, court sur le chien, ou une attaque hollandaise qui se met à hurler, comme ça sur le chien. Ah, là, on se dirait, on verrait à qui on a affaire, quoi. Mais, enfin bref, là, on est resté subjugué, quoi.